Bienvenue dans le débat consacré au Proche-Orient avec la libération de 8 otages retenus par le Hamas et le djihad islamique à Gaza, dont 3 Israéliens et 5 Thaïlandais, contre celle de 110 prisonniers palestiniens en Israël. Agam Berger, la jeune soldate de 20 ans, Gadi Moses, 80 ans, Arbel Ehud, 29 ans, sont les 3 otages israéliens libérés. En début d'après-midi, la libération des prisonniers palestiniens a été suspendue pendant quelques heures après le chaos dans la libération des otages à Khan Younes, dans le sud de Gaza, dénoncé comme des scènes choquantes par Benyamin Netanyahou. C'est donc la première phase de l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. On va y revenir, on va revenir sur cet accord. Où en est-on exactement et où va-t-on? On va aussi évoquer d'ailleurs la situation en Cisjordanie et au Liban. Quel est l'impact finalement aussi de Donald Trump à la Maison-Blanche? On en parle avec Karim-Émile Bittard. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes à Paris, puisque maintenant professeur à Sciences Po Paris. Bienvenue. Vous êtes aussi toujours chercheur associé à l'IRIS. Bienvenue à vous. En face de vous, Patricia Lémonière. Bonsoir Patricia, grand reporter spécialiste des questions internationales. Vous connaissez bien sûr très bien le Proche-Orient. Avec nous ce soir, Bertrand Besancenot. Bonsoir. Vous êtes diplomate français, ancien ambassadeur de France au Qatar et également en Arabie Saoudite. Bienvenue à vous. Marc Lefebvre est avec nous ce soir. Bonsoir. Bienvenue. Vous êtes cofondateur et porte-parole de La Paix Maintenant. Le Hamas et le djihad islamique ont donc libéré 8 otages détenus à Gaza dans 2 cérémonies distinctes, l'une soigneusement mise en scène par le Hamas et l'autre qui a tourné au chaos du côté du djihad islamique. On fait d'abord un point en images avec Juliette Lafont. C'est le 3e groupe d'otages à être libéré depuis le cessez-le-feu conclu il y a 2 semaines. Parmi eux, 3 Israéliens et 5 Thaïlandais. Tous ont été remis à la Croix-Rouge au terme de 482 jours de détention dans la bande de Gaza. La soldate israélienne Agam Berger a été la première libérée ce matin par le Hamas à Jabalia dans le nord de l'enclave. Elle a ensuite été remise par la Croix-Rouge à l'armée israélienne dans la base militaire de Reim. Elle avait été capturée le 7 octobre 2023 alors qu'elle faisait son service militaire dans le sud d'Israël. Dans la foulée, 2 civils israéliens ont quant à eux été libérés par le djihad islamique à Khan Younes, dans le sud de Gaza. Arbel Ehud, 29 ans, et Gadi Moses, 80 ans, avaient été enlevés au kibboutz Nir Oz. 2 proches d'Arbel Ehud sont toujours retenus otages dans l'enclave palestinienne. Tous étaient très attendus en Israël et en particulier sur l'emblématique place des otages à Tel Aviv. Nous devons tous les faire sortir, chaque personne doit sortir. Je pense que cela doit cesser. Je suis sûre que le peuple palestinien ne veut pas de cela. Il faut que cela cesse. Ces familles sont à bout. Également libérés aujourd'hui, 5 citoyens thaïlandais. Tous sont des ouvriers, notamment agricoles, qui travaillaient dans un kibboutz israélien lors de l'attaque du 7 octobre. Nous avons attendu pendant plus d'1 an, espérant et priant pour qu'ils nous reviennent. C'est ce pourquoi nous avons prié tous les jours. La libération de 110 prisonniers palestiniens prévue en contrepartie a été retardée, Netanyahou ayant demandé au préalable que les futures libérations d'otages soient réalisées de façon plus sereine. Des garanties qui ont été obtenues. Donc en parallèle, 110 prisonniers palestiniens ont été libérés. Leur libération a été suspendue pendant quelques heures en raison du chaos lors de la libération des otages à Khan Younes, dans le sud du Gaza. Vous voyez ça, ce sont les images d'un certain nombre de ces prisonniers palestiniens arrivant donc à Ramallah. Direction Jérusalem, nous avons la chance d'avoir ce soir dans notre émission Pauline Godard, notre envoyée spéciale. Pauline, bonsoir. Vous étiez place des otages au moment de la libération des otages. Racontez-nous un peu. Oui, alors nous étions place des otages. Nous avons passé toute la matinée et une bonne partie de l'après-midi là-bas. Alors il est vrai, et vous en parliez à l'instant, que ces images d'Arbel Ehud et de Gadi Moses ont choqué au moment où elles sont apparues sur un écran géant. Déjà, ça a mis énormément de temps, cette libération. Tout le monde se demandait ce qu'il était en train de se passer. Alors il faut dire que c'est une libération qui a eu lieu à Khan Younes, dans le sud de la bande de Gaza. C'est la première fois que ça arrivait à Khan Younes. C'est le djihad islamique qui avait organisé cette libération. Et d'ailleurs, on a vu à un certain moment, vu le chaos ambiant, le Hamas reprendre la main pour essayer de pouvoir
accompagner les otages vers les véhicules de la Croix-Rouge. Et c'est ce qui a en effet retardé après la libération des prisonniers palestiniens, puisque 110 prisonniers palestiniens ont été libérés en échange de ces 3 otages israéliens. Et Benyamin Netanyahou l'a dit très clairement, il s'est expliqué assez rapidement après avoir vu ces images. Il a dit que ces images étaient choquantes. Il a demandé aux médiateurs que ces scènes ne se reproduisent plus. Il a dit que les médiateurs doivent être les garants du bien-être des otages qui ont été libérés. Alors, on sait qu'à l'heure actuelle, Arbel Yehoud, Gadi Moses et les 5 Thaïlandais sont à l'hôpital. Gadi Moses, il y a eu une information comme quoi son état était stable. Agam Bergel, elle était un peu plus tôt libérée dans la journée. Ça s'est passé ce matin. C'était cette fois dans le nord de la bande de Gaza. On sait qu'elle est elle aussi à l'hôpital, qu'elle a rejoint à l'hôpital qui se trouve à quelques kilomètres de Tel Aviv, l'hôpital Bellinson. Elle a rejoint les 4 autres observatrices qui ont été libérées samedi dernier. On a pu découvrir des photos d'elle se prenant dans les bras. Et lorsque les premières images d'Agam Berger sont à Paris, lorsque nous étions place des otages, on a vu des scènes de joie, les gens qui se prenaient dans les bras, qui pleuraient, qui criaient, qui sautaient de joie. Il est vrai que les personnes avec qui nous avons pu discuter nous ont dit qu'elles étaient heureuses, que ça faisait du bien de voir un petit peu de bonheur, mais qu'elles gardaient toujours cette tristesse en elles, cette tristesse, puisque de nombreux otages sont toujours entre les mains du Hamas. Vous restez avec nous, Pauline Godard. Marc Lefebvre, cet accord de cessez-le-feu, finalement, malgré ce chaos, vous diriez quoi? Qu'il poursuit son chemin, qu'à un cas? Exactement, il est compliqué, il est complexe, il y a plusieurs étapes. Certaines étapes sont des étapes bloquantes et on est complètement dépendant de la bonne volonté des 2 parties. Donc là, on est dans la première étape, toujours, c'est 42 jours, les 2 c'est ça parties, au total. D'un côté, ont intérêt à ce que cet accord suive son processus, mais d'autre part, il peut y avoir des calculs internes pour qu'à un moment donné, ce processus soit bloqué. La majorité gouvernementale de Benyamin Netanyahou est fragile. Un cessez-le-feu total et complet met à bas son gouvernement. Et d'un autre côté, au sein du Hamas, il y a certainement des luttes d'influence entre le Hamas international à Dubaï et le Hamas interne. Le Hamas interne a certainement intérêt aussi à ce que ce processus dure le plus longtemps possible pour qu'avec le retour des réfugiés qui sont déplacés dans Gaza, ils reprennent contrôle de la population à Gaza avant que des interventions internationales ou des coopérations internationales remettraient en cause son pouvoir à Gaza. Donc il y a des intérêts contradictoires des 2 côtés. Certains qui poussent la pression en Israël, la pression de l'opinion publique, bien sûr, c'est qu'on aille jusqu'au bout pour libérer tous les otages. Au fur et à mesure, les voix des otages libérés vont avoir de plus en plus de poids, de plus en plus de chocs émotionnels. Et donc, ça va être de plus en plus difficile au gouvernement. Mais le gouvernement n'a pas de stratégie. Oui. Actuellement, pour l'après-Gaza, ils n'ont pas de stratégie. Karim Emile Bittard, un mot tout de même sur cette mise en scène. En fait, on a vu qu'il y avait une différence entre le Hamas et le djihad islamique. Et c'était difficile à interpréter. Donc, Benyamin Netanyahou qui a finalement fait revenir les bus dans lesquels se trouvaient les prisonniers palestiniens en attendant le calme. Qu'est-ce qui s'est passé, à votre avis ? Alors, comme ça a été dit, il y a un soulagement lié à cette libération des otages qui a traîné depuis 15-16 mois, mais on a un sentiment d'amertume aussi, parce que ces calculs mesquins qui ont été évoqués ont fait durer ce calvaire, des calculs mesquins du Hamas, bien évidemment, parfois même des puissances médiatrices en fonction de la relation avec les États-Unis et surtout au sein même de la coalition d'ultra-droite au pouvoir en Israël. Donc quand on écoute les témoignages dans les médias israéliens des familles des otages, on a véritablement le sentiment que c'était avec un extraordinaire cynisme que tout cela a été mené et que cette libération aurait pu intervenir il y a fort longtemps. On est là tout de même dans cette phase 1. Patricia Lémonière, votre impression, il faut rappeler aussi qu'il y a eu 5 otages thaïlandais donc libérés sur les 8 détenus. On va d'ailleurs écouter l'ambassadrice de Thaïlande en Israël qui s'est exprimée. J'attends ce jour depuis si longtemps. Vous savez, j'avais du mal à respirer aujourd'hui. Et c'est pourquoi nous continuons à regarder la télévision. Pas seulement moi, les citoyens thaïlandais en Thaïlande, tout le gouvernement et tout le monde attend avec impatience le retour de nos 5 otages.
Et je remercie les Israéliens et en particulier l'hôpital qui s'occupe bien d'eux. Je veux dire pour toute l'organisation. Oui, merci. C'était 5 otages thaïlandais détenus par le djihad islamique. Oui, hein, puisqu'ils travaillaient dans des kibboutz, de toute façon. Mais sur les situations d'aujourd'hui, il y a plusieurs niveaux pour voir ce qui se passe. Il y a le niveau totalement émotionnel, où on est dans l'émotion des familles, on est dans l'émotion des parents, on est dans la violence quand même qui s'est exercée. Imaginez-vous, vous êtes otage et puis d'un seul coup, vous vous retrouvez enfermé dans cette foule. Il n'y a rien qui fait plus peur qu'une foule. Donc, il y a ce côté totalement émotionnel. Et puis après, il y a une autre lecture. Effectivement, il y a la lecture des mesquineries, dont vous avez très, très justement parlé. Entre ces mises en scène, on voit d'ailleurs très bien la différence entre la maîtrise du Hamas et le chaos du djihad islamique qui en dit long sur ce qui se passe aussi sur le territoire. Et puis, il y a le troisième niveau, le niveau politique, parce qu'au-delà de l'émotion, maintenant, il faut continuer ce processus de libération, mais le processus de libération ne peut être mené à son terme et complètement que si on passe à une autre phase, si on passe au lendemain. Et est-ce que les protagonistes finalement de ces arrangements ont tous envie de passer vraiment au lendemain, à l'après? Là, c'est la vraie question. Est-ce que le gouvernement israélien a un plan, veut passer après? Pour l'instant, ce n'est pas du tout le cas, d'après ce que l'on peut voir. Et quant au Hamas, veut-il passer à un après sans lui? On peut penser aussi que ce n'est pas le cas. Donc ça reste très fragile. Ces libérations posent ces trois niveaux d'analyse. Et on en est toujours à cette première phase, Bertrand Besancenot, avec normalement un début de tractation pour la seconde phase, déjà dans quelques jours. Donc, oui. Où en est-on? Alors, on sait que le Qatar et l'Égypte, vous qui connaissez bien ces pays, sont très présents comme médiateurs, et eux souhaiteraient, en tout cas, c'est ce qu'on peut lire, que l'accord perdure. Absolument, c'est-à-dire que je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit sur le fait que la situation actuelle est à la fois fragile et tout à fait incertaine. Elle l'est à la fois parce qu'on le voit, le Hamas et le djihad islamique ne se privent pas de faire des provocations, parce qu'effectivement, c'est une façon pour eux de montrer qu'il faut continuer à compter avec eux, qu'en réalité, ils n'ont pas disparu de la scène et qu'ils entendent être présents dans l'après-guerre. Et de l'autre côté, on sait très bien que les autorités israéliennes se réservent totalement la possibilité de reprendre les hostilités. Alors, ce qui est rassurant, en revanche, c'est l'implication du président Trump, parce qu'on sait qu'après tout, c'est son envoyé qui a quand même permis finalement l'accord de cessez-le-feu, et que donc lui-même ne souhaite pas la poursuite de la guerre. Et il aura un rôle déterminant à jouer. Il n'est pas le seul. Je pense que, mais on y viendra sans doute, que le prince héritier saoudien aura un rôle majeur à jouer également. On va y revenir. Vous y étiez d'ailleurs, Pauline Godard. Il me semble que vous l'avez vu, l'émissaire de Donald Trump aujourd'hui, Witkoff, qui se trouvait, lui, pendant la libération des otages, avec les familles d'otages, sur la place des otages. Oui, en effet, Steve Witkoff, l'envoyé spécial de Donald Trump au Moyen-Orient, était sur la place des otages. On l'a vu furtivement apparaître. Il est rentré dans le bâtiment et il s'est entretenu avec les familles des otages. Alors, ce que l'on sait, c'est qu'ils ont discuté. À un certain moment, les familles des otages sont venues sur l'estrade qui est installée sur cette place et ont pris la parole en remerciant Steve Witkoff pour tous les efforts qui sont faits à l'heure actuelle pour la libération des otages. Ils ont remercié l'administration Trump, Donald Trump, mais on n'en sait pas plus pour le moment. On sait également que Steve Witkoff a rencontré un peu plus tôt Benjamin Netanyahou. Alors, le bureau du Premier ministre israélien n'a pas fait de communiqué officiel. Selon plusieurs sources, les deux hommes auraient évoqué le fait qu'il fallait continuer ce cessez-le-feu et Steve Witkoff aurait exhorté Benjamin Netanyahou à maintenir ce cessez-le-feu et à continuer à suivre toutes les étapes de cet accord de cessez-le-feu. Ils auraient aussi apparemment évoqué ce qu'a annoncé Donald Trump il y a quelques jours lorsqu'il proposait que certains habitants de Gaza aillent s'installer en Égypte ou en Jordanie, par exemple, pour un temps indéterminé. Justement, sur cette présence de Steve Witkoff, vous pensez justement que là, l'Amérique, l'administration Trump fait pression sur Benjamin Netanyahou? Steve Witkoff a tordu le bras à Netanyahou pour que cet accord de cessez-le-feu soit mis en place. L'accord de cessez-le-feu qui a été mis en place est grosso modo celui qui avait été préparé par Biden au mois de mai-juin. Netanyahou l'avait torpillé en
excipient de la nécessité d'un contrôle militaire permanent sur le corridor de Philadelphie. Tout d'un coup, Steve Witkoff est arrivé, plus d'exigences sur ce corridor de Philadelphie, et du coup, l'accord qui était prêt depuis 6 mois a laborieusement été mis en place. Steve Witkoff a insisté pour aller sur le terrain. Il est allé à Netzarim, il est allé sur le terrain dans la bande de Gaza pour se rendre compte de visu par lui-même. Le message ça a joué un rôle. Psychologiquement, c'est important. Netanyahou n'y est jamais allé. Et Steve Witkoff, quand il discute avec les familles d'otages, il accepte que les familles d'otages lui mettent le pins de la libération des otages. Et il a un discours extrêmement ferme, qui est un discours plus que subliminal vis-à-vis du gouvernement israélien. Ça veut dire que sur l'administration l'exigence de la libération intégrale de tous les otages. Donc c'est ce que veut l'administration Trump, c'est que tous les otages soient libérés. Ça serait ça son objectif premier. Le problème, c'est qu'il y a Steve Witkoff. On peut quand même, on a légitimement le droit de se poser des questions sur la cohérence que Donald Trump va appliquer à ses propositions. Est-ce que, au-delà de ses déclarations, il va être cohérent dans sa démarche jusqu'au bout? Ça, c'est oui, problème de cohérence. On va revenir sur justement ces déclarations sur le sort des Palestiniens. Mais avant ça, justement, sur la libération des otages, Karim El-Bitar, est-ce que vous avez l'impression que l'administration Trump veut d'abord qu'il y ait cette libération, quoi qu'il arrive? Oui, je pense que les menaces du président Trump d'ouvrir les portes de l'enfer, comme il avait dit, si les otages n'étaient pas libérés avant sa prise de fonction, a joué un rôle très important, a incité l'Égypte et le Qatar à redoubler d'efforts, a mis la pression sur les ravisseurs. Et je pense là-dessus, ces positions parfois maximalistes dans ce nouveau Moyen-Orient où nous sommes dans des logiques transactionnelles, c'est à mettre à son crédit. Je donne rarement du crédit à Donald Trump, mais je pense que ces menaces ont contribué à accélérer le processus. Ainsi que peut-être donc le rôle sur le terrain de son émissaire, vous pensez aussi? Probablement, oui. C'est un connaisseur du Moyen-Orient, c'est un faucon, il a des positions pro-israéliennes assez marquées, mais en même temps, il tient à marquer certaines réserves, une certaine distance par rapport au gouvernement Netanyahou. Bertrand Besancenot, vous qui êtes ancien ambassadeur, justement, il joue un rôle de diplomate, Steve Witkoff, dans cette histoire, où il fait pression Non, mais je crois qu'il a un mandat très précis du président. On sait que le président Trump ne veut pas la reprise des hostilités. On sait qu'il ne veut pas d'un nouvel engagement militaire américain dans la région. Et donc, pour ces raisons, ce qui a été dit est tout à fait exact sur la libération des otages, mais d'une façon générale, il veut qu'il y ait un accord. Alors maintenant, la formule de cet accord est à voir, parce qu'effectivement, la première proposition qu'il a faite paraît quand même assez simpliste et montre quand même une sacrée méconnaissance de la région du président Trump, du désengagement des Gazaouis en Jordanie ou en Égypte, qui a été immédiatement refusé par tout le monde d'ailleurs. Mais ça montre à la fois une méconnaissance, mais ce qui est intéressant quand même, c'est la visite effectivement de Stephen Witkoff, parce que je pense que ce qu'il a vu sur place, le retour des réfugiés, etc., j'espère en tout cas que ça mènera un peu de réalisme dans la vision qu'aura le président Trump de la suite. Patricia. Du réalisme ? Oui. Oui, enfin, du réalisme, c'est un peu difficile à le concevoir aujourd'hui, puisque la bande de Gaza est tout à reconstruire, ou en tout cas 70%. On voit bien l'état des lieux. Et ce qui est aussi intéressant, c'est de voir que les pays de la région, effectivement, à la proposition, vous prenez les Gazaouis pour un temps indéterminé, mais ils reviendront, a dit Donald Trump, effectivement, est totalement irréaliste, non pas parce que les Gazaouis ont en tête la Nakba, la fuite devant la création de l'État d'Israël, mais parce que dans ces deux États en particulier, la Jordanie est composée à 70% de Palestiniens, et franchement, ils sont absolument opposés à cette arrivée, à ce retour, un afflux massif de Palestiniens de Gaza. À ce départ des Palestiniens de leur terre originale. Et le roi est en difficulté en ce moment. Enfin, il y a quand même au sein du Parlement une opposition assez forte, et donc ça pourrait faire sauter le régime, cette situation. Et la situation en Égypte est tout aussi difficile, parce que l'Égypte, c'est une cocotte-minute économique, parce que, vous le savez, effectivement, la mer Rouge, avec les Houthis, eh bien, le canal
canal de Suez, l'économie s'est effondrée. L'économie égyptienne est soutenue à bout par Donald Trump. Alors vous allez me dire, il pourrait faire du chantage. Oui, mais enfin, il peut faire du chantage et se faire sauter 2 régimes amis dans la région. Et ça, je crois que c'est pas du tout ce qu'il veut non plus, mais faut-il encore qu'il le perçoive. Et oui, puisque Donald Trump, après avoir dit qu'il voulait donc relocaliser la population de Gaza, je le cite, de manière temporaire ou à long terme en Égypte et en Jordanie, bien sûr que le président égyptien Sisi a réagi, on l'écoute. L'accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza témoigne des efforts continus que l'Égypte mène aux côtés de ses partenaires. Nous ferons tout notre possible pour mettre en œuvre cet accord dans son intégralité afin de mettre fin aux effusions de sang de nos frères palestiniens et de rétablir les services dans la bande de Gaza afin de rendre la région viable et d'empêcher toute tentative de déplacement en raison de ces circonstances difficiles. Car la question du déplacement est catégoriquement rejetée par l'Égypte pour préserver l'existence même de la cause palestinienne. Ça a le mérite d'être clair. Oui, alors au-delà de l'absence de réalisme qui a été évoquée, on ne peut qu'être frappé par ce cynisme ahurissant. On savait que les États sont les plus froids des monstres froids, c'est la formule de Nietzsche. Mais là, on va très loin dans la déshumanisation. On parle de déportation, il faut appeler les choses par leur nom. 2 millions de personnes, la moitié en Jordanie, l'autre moitié en Égypte. Et le roi de Jordanie pourrait en effet être l'une des premières victimes de ces politiques de Trump qui va au-delà des demandes de l'extrême droite israélienne. L'extrême droite israélienne parlait de réduire la population jusqu'à de 2 millions jusqu'à 400-500 000. Là, il veut carrément vider Gaza, qui est de toute façon quasi inhabitable aujourd'hui. Il a utilisé le mot « nettoyer ». Ces termes-là sont très importants dans cette partie du monde. Ça renvoie à l'idée que nous avons affaire à autre chose que des êtres humains, et c'est comme ça que se perpétuent les pires tragédies de l'histoire. Bertrand Besancenot, sur le rôle de l'Égypte. L'Égypte, pour des raisons que l'on sait, c'est un sujet qui a déjà été évoqué même au début de la crise de Gaza. Et clairement, les Égyptiens, à la fois parce qu'ils défendent la cause palestinienne, mais aussi parce qu'ils n'ont pas envie de voir arriver dans le Sinaï une population gazaoui qu'ils peuvent estimer être un peu gangrénée par l'idéologie du Hamas, et alors que le Sinaï est déjà une région elle-même tendue. Donc les Égyptiens ont toutes les raisons de le refuser totalement. Mais ça a été refusé d'abord par les Palestiniens, par les Jordaniens, par les Égyptiens, par l'ensemble du monde arabe, et j'allais dire par l'ensemble de la communauté internationale, à part les Israéliens. Donc je crois que la réponse est claire. Marc Lefebvre, oui, justement, c'est quoi, l'extrême droite israélienne? Oui, c'est absolument l'extrême droite israélienne. La majorité, il serait favorable. La majorité en Israël sait bien que les rêves de l'extrême droite israélienne de réimplanter des implantations dans Gaza sont totalement irréalistes. Tous les services de sécurité sont résolument contre. Il n'est pas du tout question de réimplanter des implantations israéliennes dans Gaza. La question qui se pose, comme je disais tout à l'heure, c'est au niveau de la bande de Gaza telle qu'elle est actuellement, à quelle vitesse un processus va se mettre en place de coopération internationale, d'implication non seulement des États-Unis, mais de l'Arabie saoudite, du Qatar, de l'Égypte, etc., pour qu'un nouveau pouvoir, un nouveau régime de gestion se mette en place dans la bande de Gaza pour supplanter le Hamas. Actuellement, les pré-contacts entre le Hamas, par exemple, et l'autorité palestinienne, les informations qu'on a, c'est le Hamas dit, c'est vrai que nous n'avons plus la capacité de gérer administrativement, budgétairement, la bande de Gaza. Donc, venez, vous, l'autorité palestinienne, avec vos partenaires, pour gérer administrativement la bande de Gaza, gérer en partie la reconstruction, parce que qui dit reconstruction dit taxation et financement du Hamas de toutes les reconstructions. Mais nous, Hamas, nous restons armés. Or, l'autorité palestinienne exige pour le moment que le Hamas soit désarmé. Donc les contacts actuellement sont bloqués et sans intervention et sans pression extérieure, on reste complètement bloqué. Patricia, vous vouliez réagir là-dessus? Oui, enfin, je voulais aussi ajouter qu'il y a quand même une structure qui manque, outre le fait que le Hamas essaye de reprendre la main sur la population, on l'a vu avec toutes ces opérations de libération d'otages, et qu'aujourd'hui c'est quand même le Hamas qui assure parfois un semblant d'ordre dans la bande de Gaza, il ne faut pas non plus le nier, mais il y a une autre structure qui manque aujourd'hui, c'est l'UNRWA. L'UNRWA qui ferme ses portes aujourd'hui et qui donc qui était l'interlocuteur et celui qui faisait vivre des dizaines de milliers de Palestiniens en leur fournissant un emploi, en les nourrissant, en les soignant. Et Israël
a rompu tout lien parce qu'une loi est passée avec l'UNRWA. Donc, si vous voulez, cet intermédiaire essentiel qui était quand même à la survie des Palestiniens, que ce soit à Jérusalem-Est, en Cisjordanie et à Gaza, je ne parle pas du Proche-Orient, eh bien, disparaît. Donc maintenant, les ONG disent on ne peut pas remplir le job. Et quant aux autres agences onisiennes, elles disent ah non, cette décision est illégale, donc on ne peut pas faire le job. Donc, si vous voulez, non seulement il n'y a pas de structure politique, mais il n'y a même pas de structure sociale, économique. Ça, c'est ce qui concerne Gaza. Mais une trêve à Gaza. Et puis en Cisjordanie, l'armée israélienne qui mène des opérations dans les camps de Jénine et également de Toul-Karem. Opération Mur de Fer à Jénine. On va écouter le ministre de la Défense israélien. Le camp de réfugiés de Jénine ne reviendra pas ce qu'il était. Après l'achèvement de l'opération, les forces de l'armée israélienne resteront dans le camp pour s'assurer que le terrorisme n'y reviendra pas. J'envoie un message clair à l'autorité palestinienne. Cessez de financer le terrorisme et le meurtre de juifs et commencez à lutter sérieusement contre la terreur. Ceux qui financent les familles des terroristes et éduquent leurs enfants à la destruction d'Israël mettent en danger leur vie. Pauline, je vais vous voir parce que vous êtes allée, vous n'étiez pas à Jénine avant-hier, mais à Toul-Karem. Donc vous avez vu en fait ces affrontements et c'est compliqué là en Cisjordanie. Oui, en effet, on s'est rendu avec Raïd Abouzaïdeh et Marc Owen en Cisjordanie, dans la ville de Toul-Karem hier. Le camp de la ville de Toul-Karem est actuellement occupé par l'armée israélienne. La situation est extrêmement tendue et extrêmement dangereuse. Alors, comme nous étions accompagnés de Hussein, qui était avec nous tout au long de notre reportage, on a entendu le bruit incessant des drones au-dessus de nos têtes et il nous a dit qu'il était très méfiant, il avait peur, on a dû faire très attention à ce que l'on filmait, la façon dont on filmait, parfois se cacher aussi pour pouvoir faire certains plans. Et comme nous l'a dit Hussein, faites attention, il a des snipers un peu partout, il bouge, il tire sur tout ce qui bouge et voilà pourquoi il était très stressé quand nous y étions. On a pu discuter également avec des habitants qui ont été contraints de fuir ce camp de Toul-Karem. Ils nous ont dit que la situation avait vraiment changé depuis l'instauration de ce cessez-le-feu à Gaza. Ils nous ont expliqué qu'avant, lorsque l'armée israélienne faisait des incursions dans ce camp, eh bien, elle venait chez eux, elle cassait la porte, elle cassait des choses chez eux, elle les isolait dans une pièce, ça durait plusieurs heures et puis après, l'armée israélienne se retirait. Or, cette fois, ils nous ont dit c'est différent, ils nous forcent à partir de chez nous, ils nous disent que l'on n'est plus chez nous et ils nous disent surtout que si l'on reste, c'est la mort et que si l'on veut choisir la vie, eh bien, il faut quitter le plus rapidement possible ce camp. Et on a vu d'ailleurs également les bulldozers rentrer en action. On est passé très rapidement en voiture, encore une fois car la zone est extrêmement dangereuse. Et on a vu ces bulldozers qui sont en train de détruire tout l'intérieur de cette rue principale qui traverse le camp de Toul-Karem. C'est un nouveau front pour Israël, la Cisjordanie, alors qu'il y a une trêve à Gaza. Ce n'est pas un hasard que ça se passe en Cisjordanie. C'est un nouveau front et en même temps, j'ai un terrible sentiment de déjà-vu quand j'entends le ministre de la Défense tenir en 2025 les mêmes propos qu'on entendait en 2002 à l'époque de la bataille de Jénine. On n'a toujours pas tiré les leçons de cette impasse de la guerre contre le terrorisme. On n'a toujours pas trouvé le moyen de sortir de cette logique coloniale qui conduit à faire naître des mouvements terroristes et ensuite la tentative de les éradiquer ne fait que les radicaliser encore plus. Donc on a le sentiment d'un déjà-vu, d'un écœurement, d'un retour en arrière, mais bien évidemment un risque d'un nouveau front. Quand on dit que la Cisjordanie est une poudrière, ce n'est pas un cliché, c'est une réalité. Monsieur l'ambassadeur, je vous ferai réagir ensuite. Oui, bien sûr. La réalité, c'est qu'en réalité, l'extrême droite veut coloniser, annexer la Cisjordanie. Et qu'en réalité, M. Netanyahou... droite israélienne. Israélienne, bien entendu. Et que naturellement, M. Netanyahou, a priori, pense la même chose. C'est en tout cas un objectif plus ou moins avoué. Et quant au président Trump, on peut s'attendre à ce qu'il reprenne le projet de son gendre, Jared Kushner, qui était en réalité de transformer la Cisjordanie en une espèce de Bantoustan dans lequel, effectivement, il n'y a pas de possibilité de créer un État palestinien. Donc, si vous voulez, il y a cet aspect-là qu'il faut avoir en tête. Donc, la politique qui est menée actuellement en Cisjordanie est exactement, comme ceci a été dit, une politique de colonisation qui ne peut mener qu'à des affrontements. Donc là, c'est une nouvelle phase, Marc Lefebvre, comme le dit le ministre de la Défense. Quand on écoute les services de sécurité, ces dernières semaines, ils n'ont jamais émis d'opinion comme quoi il y avait un risque
d'augmentation du terrorisme ou des turbulences en Cisjordanie. Cette opération est une pure opération politique pour calmer et pour faire plaisir au ministre des Finances, Smotrich. Et ce qu'il y a derrière, quand vous parlez d'Israël Katz a été nommé ministre de la Défense après le limogeage de Yoav Gallant. Yoav Gallant était un ministre de la Défense qui était un ministre de la Défense. C'est-à-dire qu'il représentait son armée et il commandait son armée. Yoav Gallant, aujourd'hui, je me permets juste une digression rapide, a critiqué, a dit « Les images humiliantes qu'on a vues des otages libérés, c'est la responsabilité du gouvernement israélien parce que nous n'avons pas de plan pour après Gaza et donc nous entretenons cette anarchie. » Aujourd'hui, vous avez Israël Katz. Israël Katz n'est pas ministre de la Défense. Israël Katz, c'est le caniche de Benyamin Netanyahou. Donc il fait ce que Benyamin Netanyahou lui dit de faire. Et le risque dans que tout veut ça, Netanyahou, au fond? Netanyahou, actuellement, il veut calmer Smotrich et maintenir son gouvernement. Donc on attise un peu les choses en Cisjordanie. Une annexion éventuelle de la Cisjordanie? Non, mais ce qu'il y a derrière tout ça, si vous voulez, c'est un risque pour la première fois, du fait de ces compromis gouvernementaux, un risque pour la première fois de politisation des actions militaires. Jusqu'alors, l'armée israélienne a toujours résisté à se faire imposer des actions militaires pour des motifs politiques. Il y a maintenant, d'ici un mois, il va y avoir un changement complet de tout l'état-major israélien. Et là, il y a des manœuvres qui sont en place pour voir qui va effectivement contrôler l'armée de l'intérieur. Est-ce qu'on va être capable de résister, l'armée va résister aux pressions du politique pour mélanger sécurité et motifs politiques, ou si on va garder la priorité à la sécurité d'Israël? Patricia, parce qu'elle est clé, cette situation, quand même, en Cisjordanie pour l'après. Alors, la Cisjordanie pose effectivement beaucoup de problèmes. Il y a le projet des ultra-nationalistes d'extrême droite israéliens qui veulent effectivement l'annexion, quand même, pure et simple. Il y a ceux qui disent, et c'est aussi important, 2 États, c'est plus possible, c'est trop imbriqué, regardez les colonies qui ne cessent de se développer, on ne pourra pas séparer Palestiniens et Israéliens. À ceci, j'ai envie de dire... Quand 2 peuples ne peuvent pas vivre ensemble, il n'y a qu'une seule solution, c'est de les séparer, de mettre une frontière et que chacun vive sur son territoire. Mais ce n'est pas effectivement le projet actuel. On ne sait pas, mais cette idée d'État fédéré, effectivement, progresse dans la région. Et puis, il y a aussi le projet du bantoustan économique, c'est-à-dire affluer, mettre de l'argent, et calmer tout le monde. Tout ça pour dire que ça n'apaisera pas la radicalité qui est en train de se produire en Cisjordanie. La radicalité est très forte parmi les jeunes, et ce qui se passe là avec ces démolitions ne fait que renforcer cette radicalité. Donc je trouve que la situation actuelle est peut-être décidée pour calmer les ardeurs de M. Smotrich. Néanmoins, elle porte en germe un accroissement et un aggravement de la radicalité d'une jeunesse qui n'en peut plus de la situation. Karim El-Bitar. Et donc pour le après, ça devient très compliqué parce que l'autorité palestinienne, quid de l'autorité palestinienne qui en fait avait même lancé une opération de force elle-même en Cisjordanie contre des groupes armés. Finalement, elle n'a pas réussi à les neutraliser. Elle se retrouve avec l'armée israélienne. Ça reste quand même l'interlocuteur, l'autorité palestinienne de la communauté internationale. Quand même très largement discrédité. Mais alors qui le sera ? L'autorité palestinienne devrait être entièrement repensée. On assiste déjà à des scènes assez surréalistes. On fait la chasse à des journalistes, à des blogueurs. Donc c'est une première dans le monde, je ne sais pas qui avait ironisé, où on a un État policier avant d'avoir un État. Donc déjà, il y a des abus de cette autorité. Elle est également perçue par la plupart des Palestiniens comme ayant avalé énormément de couleuvres, comme ayant fait énormément de concessions, comme étant devenue une force supplétive pour Israël, sans pouvoir offrir le moindre horizon politique, avec un Mahmoud Abbas dont le mandat a expiré en 2009, qu'on maintient en survie artificielle, et cela n'est tout simplement plus tenable. Plus tenable, mais là on fait quoi? Parce que là on est toujours dans cette première phase. On va essayer d'aller au bout de cette première phase de l'accord de cessez-le-feu. Ensuite il y a une seconde phase avec des tractations qui vont démarrer la semaine prochaine. On parle aussi du positionnement justement de l'armée israélienne à Gaza. Est-ce qu'elle doit rester ou doit-elle se positionner? Et puis bien sûr l'après, 2 États, pas 2 États. On le remet toujours sur la table quand même, cette solution à 2 États, parce que comme disait Patricia,
C'est celle qui existe. Quand on en vient justement à l'après-crise, ce qui est très important, ça va être la visite de Netanyahou à Washington. C'est la semaine prochaine. La semaine prochaine. Parce qu'en effet, on sait que seul le président Trump a la capacité de réellement faire pression sur Netanyahou. Ça, c'est clair. Le deuxième élément, c'est que... Donc, quel sera son projet à Donald Trump? Oui, alors le président... c'est justement de vider la population palestinienne de Gaza. Non, mais il a une autre ambition qui est très clairement, si vous voulez, un désengagement partiel des États-Unis du Moyen-Orient pour s'occuper d'autres choses. La priorité est ailleurs. Et pour ce faire, il aimerait créer une grande alliance entre Israël et les pays du Golfe pour contrer l'Iran. Mais pour ce faire, ça signifie, et c'est pour ça qu'il y tient tellement, qu'il y ait une normalisation entre l'Arabie saoudite et Israël. Et de ce point de vue-là, Mohammed Ben Salman est quelqu'un qui a appris. Il sait ce qu'est la politique de la carotte et du bâton. La carotte, c'est naturellement la reconnaissance d'Israël, mais le bâton, il a quelques cartes dans sa main, c'est-à-dire le rapprochement avec la Chine. Il a, par exemple, la coopération pétrolière avec la Russie. Il a effectivement l'intégration dans Shanghai ou dans les BRICS. Et donc, on peut s'attendre à une négociation très serrée entre MBS et le président Trump. Elle portera d'ailleurs sur la question palestinienne et elle portera aussi sur le pétrole. Mais enfin, on pourra y venir après. Sur la question palestinienne, que veut MBS au final? Alors MBS, je pense que le minimum qu'il voudra obtenir, c'est un engagement contraignant sur un processus menant à la création d'un État palestinien. Il ne peut pas aller en deçà de ça, parce que c'est son opinion avec publique. L'autorité palestinienne? Ah ben bien sûr, mais à ce moment-là, si vous voulez, les pays du Golfe, si vous voulez, qui seront amenés de facto à être un des principaux facteurs de la reconstruction de Gaza et même de l'ensemble de la Palestine, eh bien naturellement auront également leur mot à dire dans la transformation de l'autorité palestinienne. On sait très bien que, par exemple, les Émiriens pensent à Dahlan. On sait que les Séoudiens et les Qataris pensent plutôt à Barghouti. Enfin, on va avoir toute une discussion qui portera effectivement également sur la transformation de l'autorité palestinienne. Là, on est déjà dans la phase, après la phase 3. Globalement, depuis cette année et demie de guerre à Gaza, on peut quand même constater que la Cisjordanie est restée relativement calme. Parce qu'en Cisjordanie, vous avez des militants, vous avez des cellules du Hamas, du djihad. Vous avez l'autorité palestinienne dont je souscris complètement à la description qui a été faite. Mais vous avez aussi une bourgeoisie, une classe laborieuse, des classes moyennes qui créent la richesse de la Cisjordanie au niveau de l'agriculture, au niveau du commerce, qui ont des relations commerciales avec la Jordanie. Et cette bourgeoisie est présente et elle est très importante et elle garde les liens avec la Jordanie. Donc il ne faut pas oublier non plus dans le futur schéma d'un État palestinien ou d'une autonomie palestinienne l'implication de la Jordanie. Et il y a eu il y a très longtemps, après la guerre des 6 jours, il y avait ce plan d'une fédération jordano-palestinienne. Et on peut voir aussi une association de ce genre remettre sur le tapis. Patricia. Enfin, on n'en est pas tout à fait aux constructions encore de demain. Je crois que ce qu'il faut regarder avec beaucoup d'attention, c'est effectivement le roi Salman d'Arabie Saoudite. Parce que lui... prince héritier. Le prince héritier. Mohamed Ben Salman, voilà, MBS. MBS. Parce que lui, il a plusieurs... réalité. C'est un des États de la région qui est une vraie population qui est quand même aussi pro-palestinienne, moins que l'Égypte, mais ça existe. La population saoudienne, ce n'est pas rien. C'est plusieurs millions de personnes, et donc qui ont des opinions et qui sont plutôt pro-palestinienne, à l'inverse de certains autres États de la région qui n'aiment pas les Palestiniens. Et puis, il y a une communauté palestinienne qui est importante aussi en Arabie Saoudite. Donc, il doit compter avec ça. Et puis, il doit compter, effectivement, maintenant, il est devenu l'ami des Chinois, on l'a dit, l'ami des Russes, etc. Donc, il a quand même plusieurs cartes dans son jeu. Mais ce qu'il veut et ce qu'il cherche, c'est quand même la protection aussi, et c'est le nucléaire. Et je crois que cette dimension d'acquisition... Du nucléaire civil, là ? Du nucléaire civil, oui, mais enfin, vous savez, le nucléaire civil peut conduire à beaucoup de choses. Non. Et donc, mais enfin bon, nous en sommes au nucléaire civil, et il a besoin de cette garantie et de cette acquisition-là. Par les États-Unis. Par les États-Unis, et donc c'est une clé
que possède aussi Trump dans la négociation avec le prince saoudien. Donc c'est pas tout d'un côté, tout de l'autre. Oui. Karim El-Bitar, est-ce que effectivement cette rencontre entre Benjamin Netanyahou et Trump sera décisive la semaine prochaine ? Je pense qu'en effet, Trump est toujours dans l'optique d'une normalisation israélo-saoudienne. MBS a été très franc. Il a dit, pour moi, la question palestinienne, ça ne me parle pas particulièrement, mais je dois tenir compte de la jeunesse. Donc, il se rapproche de la position qui était celle de son père, le roi Salman. Et par ailleurs, l'Arabie saoudite a corrigé le tir quand même depuis 3-4 ans. Il y avait eu énormément d'erreurs quand il est devenu prince héritier, la guerre au Yémen, le blocus contre le Qatar, etc. Aujourd'hui, on a le sentiment que la diplomatie saoudienne est devenue beaucoup plus habile et a reconstruit des ponts avec ses rivaux d'il y a 10 ans. Et ce sera le portefeuille tout de même, j'imagine, qui sera touché du côté des Saoudiens. Non, mais il est évident que la reconstruction de Gaza et de la Palestine se fera largement avec les fonds du Golfe, et en particulier de l'Arabie saoudite. Donc, si vous voulez... Mais à quelles conditions, en fait ? À quel moment les conditions seront-elles réunies pour qu'on puisse parler de reconstruction ? C'est quand même la question qu'on se pose. Non, mais si vous voulez, à partir du moment où vous avez à la fois les Israéliens et le président Trump qui tiennent absolument à avoir, pour les raisons qu'on a évoquées, une normalisation entre l'Arabie saoudite et Israël, eh bien les Saoudiens, Mohamed Ben Salman l'a parfaitement compris, et dans ce cas-là, il a fait monter les enchères. Il n'oublie pas que de toute façon, il sera le prochain gardien des lieux saints, qui ne peut pas apparaître comme étant celui qui a vendu la Palestine, et donc il y a un minimum au sein duquel il ne descendra pas. Et c'est un acteur clé. Absolument. Donc il est incontournable dans la région. Un mot, Pauline, puisque vous êtes toujours avec nous. La prochaine libération d'otages, est-ce qu'on a des infos là-dessus ? Ça sera samedi prochain, a priori ? Oui, alors en effet, pour l'instant, en tout cas, ce que l'on sait, c'est que cette libération aura lieu samedi. Il s'agit de 3 otages israéliens. On n'a pour le moment pas les noms de ces 3 otages. On devrait en savoir plus sans doute d'ici demain ou d'ici samedi matin. Il est vrai que samedi dernier et aujourd'hui, cette libération des otages a eu lieu assez tôt dans la journée, dès le début de la matinée, même pouvons-nous dire. Et donc, ça laisse présager du fait que ça devrait se passer de la même manière également pour la libération des prisonniers palestiniens qui, donc je le rappelle, en contrepartie sont libérés. Le ratio est de 1 otage civil israélien contre 30 prisonniers palestiniens, 1 otage israélien militaire contre 50 prisonniers palestiniens. J'ajoute cette information, ce soir le Hamas annonce que Mohamed Deif, le commandant militaire du Hamas, a été tué pendant la guerre. Le communiqué ne donne pas plus de précision. Je rappelle que Mohamed Deif est présenté comme un des cerveaux du 7 octobre avec Yahya Sinwar. Alors certains disent que le Hamas fait cette annonce maintenant, notamment peut-être dans la perspective de pouvoir enfin se restructurer, continuer à se réorganiser, notamment en temps de cesser le guerre. De cesser le feu, pardon. De cesser le feu. Merci beaucoup, Pauline Godard, qui a été avec nous pendant toute cette émission. Merci à vous tous. Merci, Karim El-Bitar. Oui, vous voulez un tout petit mot ? Je voulais mettre un dernier mot simplement, parce qu'on n'a pas parlé du rôle de la France, mais je voulais quand même saluer l'initiative franco-saoudienne, c'est-à-dire d'avoir en juin à New York une conférence internationale sur la solution à 2 États. Parce qu'effectivement, on a parlé du rôle incontournable de l'Arabie saoudite. Eh bien, je crois que cette conférence, c'est la seule façon, la solution aux 2 États, c'est la seule façon d'éviter qu'il y ait d'autres 7 octobre. Que défend la France. Donc, merci beaucoup Bertrand Besancenot, donc ancien ambassadeur dans les pays du Golfe. Marc Lefebvre, merci d'avoir participé à l'émission. Patricia Lémonière, merci à vous tous de l'avoir suivi. Vous la retrouvez, cette émission, sur les réseaux sociaux et en podcast.